À la une ce soir, poursuite et fin de la visite du secrétaire d'État au sport. Thierry Braillard a posé la première pierre de la future piste d'athlétisme du Creps Antilles-Guyane aujourd'hui. Un symbole fort pour ce centre qui a formé les plus grands athlètes de l'histoire du sport français. Et la campagne sucrière bat son plein. Après des débuts chaotiques, les récolteuses tournent à plein régime. Comment se déroule cette activité économique la plus importante de l'archipel? Immersion chez un planteur de canne dans ce journal. Et nos spiritueux valent de l'or, comptez 100 000 € pour le millésime de la Maison Clément. La bouteille de rhum la plus chère au monde. Elle a été présentée à quelques nantis place Vendôme à Paris. Le reportage de notre correspondant est à venir. Et plus que 2 jours avant les jours gras, plus d'une centaine de groupes est attendu ce dimanche à Pointe-à-Pitre. Quel sera le programme? Isabelle Hameau nous présentera ce soir les temps forts de ce week-end. Bonsoir, je suis heureuse de vous retrouver, mais avant de développer tous ces titres, un mot sur l'actualité politique. Ça se complique pour le candidat des Républicains François Fillon, le parquet national financier qui mène les investigations concernant l'affaire Pénélope Fillon, a annoncé aujourd'hui qu'il est visé par une information judiciaire. Cette décision ouvre la voie à une mise en examen ou encore un placement sous le statut de témoin assisté des acteurs du dossier, dont François Fillon. Et nous le recevions sur ce plateau il y a à peine 2 jours. Henri Nagapin a été démis de sa fonction de président à la tête de la CCI par le préfet aujourd'hui. L'État a ainsi procédé à l'exécution de la décision du tribunal administratif qui avait annulé cette élection le 14 février dernier. La préfecture a annoncé son intention de mettre en place une commission ad hoc chargée de la gouvernance de la chambre consulaire en attendant la réponse de la Cour d'appel de Bordeaux. Benoît Hamon, le candidat du Parti socialiste pour la présidentielle, a reçu aujourd'hui à son QG de campagne parisien une délégation d'ultramarins, dont Victorin Lurel, ancien soutien de Manuel Valls. Il s'agissait d'une première prise de contact afin de travailler à l'élaboration de son projet pour l'outre-mer. Reportage Éric Dupuis. Démarrer les travaux. Je sais que des études ont été lancées déjà. Et nous reviendrons sur ce reportage ultérieurement. Ce vendredi était un grand jour pour le Creps Antilles-Guyane. Le secrétaire d'État chargé des sports, Thierry Braillard, a posé la première pierre de la future piste d'athlétisme du Creps qui portera le nom de la championne Marie-Josée Pérec. Isabelle Hameau. Une pierre posée pour confirmer le commencement des travaux de la nouvelle piste d'athlétisme du Creps. Objectif, faire de ce centre sportif une référence dans la Caraïbe et à l'échelle nationale. J'aurais souhaité, pour moi, le plus important, que nous puissions rapidement démarrer les travaux. Je sais que des études ont été lancées déjà. Maintenant, nous allons reconstruire carrément un complexe pour offrir aux athlètes guadeloupéens, martiniquais et guyanais, un complexe digne de ce nom pour en envisageant les Jeux de 2024. Il faut refaire la piste, mais aussi l'éclairage public, la clôture et mettre la piste aux normes, pour que les athlètes puissent s'entraîner dans des conditions vraiment merveilleuses. Donc je suis confiant et on bousculera derrière pour qu'on puisse faire accélérer les choses. Le ministre aura pris le temps de visiter les locaux et ce réfectoire flambant neuf qui peut accueillir une centaine de personnes. La restauration, on voit enfin qu'on a des conditions qui, pour tous ces jeunes qui préparent Paris 2024, enfin ils ont des conditions, j'allais dire, où on les respecte, où ils vont pouvoir être dans des bonnes qualités. Et ce n'est pas fini, parce que je crois que l'État et la région veulent poursuivre les investissements sur ces infrastructures sportives, faire en sorte que dans quelques années, naturellement, des équipes françaises qui préparent des compétitions viennent se préparer en Guadeloupe, parce qu'on sera bien, parce qu'on aura les meilleures conditions de travail, les meilleures conditions d'accueil. Et c'est vraiment une perspective, une ambition que nous partageons avec le président Chalus et que je suis venu partager avec l'ensemble des élus de la Guadeloupe. La piste d'athlétisme sera entièrement rénovée à hauteur d'1,7 million d'euros. Et je vous le disais tout à l'heure, Benoît Hamon, le candidat du Parti socialiste, a reçu aujourd'hui une délégation d'ultramarins, dont Victorin Lurel. Il s'agissait d'une première prise de contact afin d'élaborer son projet pour les Outre-mer. On regarde le reportage de notre correspondant sur place, Éric Dupuis. Benoît Hamon en connaît certains, mais plutôt de vue.
car les députés qui se présentent aujourd'hui à lui ne sont pas vraiment des proches. Ils n'ont pas été frondeurs comme l'a pu être le candidat pendant le quinquennat. Alors aujourd'hui, ils veulent être rassurés, entendre Benoît Hamon se satisfaire du bilan outre-mer de François Hollande. Je pense que dans ce domaine-là, outre la loi égalité réelle, outre ce qui a été fait sur la vie chère, il y a eu des initiatives législatives qui ont été dans le bon sens. Celle-ci, la dernière loi, ne connaît pas encore ses décrets d'application, mais elle ouvre la voie. Je trouve que c'est surtout qu'elle permet de se projeter sur le moyen et long terme. Cette rencontre intervient quelques jours après l'annonce de plusieurs poids lourds du PS Outre-mer de se rallier en faveur d'Emmanuel Macron, notamment à La Réunion. Alors le candidat socialiste n'est pas mécontent de voir s'engager auprès de lui des anciens soutiens d'Hollande, puis de Valls. On a 2 mois pour gagner. Et il l'a dit, d'ailleurs, il a fait une analyse nationale sur la situation ici, après les ralliements, les alliances qui peuvent venir, comment lui, il est optimiste en disant, moi je veux être audacieux. C'est vrai que je suis candidat de la Belle Alliance, mais je reste un candidat libre. Libre et surtout qui veut aller au bout de son idée de 6e République, un projet qui plaît beaucoup au président du PPM, présent ce vendredi, mais qui n'a toujours pas formulé de soutien officiel. J'attendais vraiment ce que pouvait proposer Benoît Hamon. L'idée d'une 6e République nous convient parfaitement parce que ça nous permettra de rebattre les cartes. Nous sommes pour une responsabilité domiciliée localement. Et Hamon ouvre des perspectives très nouvelles et très libérées et ambitieuses concernant les formes de révolution qu'on pourra assumer. Les leaders du projet Outre-mer de Benoît Hamon entreront directement dans son organigramme de campagne. Au moins 2 têtes d'affiche et des référents par territoire. Leurs noms seront connus la semaine prochaine. Et le conflit qui touche le siège de la communauté d'agglomération du Nord-Bas-Terre pourrait bien s'étendre à l'ensemble des communes de la collectivité selon le syndicat. La reprise des négociations a échoué aujourd'hui. Le syndicat n'aurait pas reçu de confirmation écrite de la part du président Jocelyn Sapoteil sur la date de la réunion. On écoute d'ailleurs les explications de Nestorius Favel, le secrétaire général de l'UTC-UGTG, interrogé par Karen Diam. Nous échangeons mardi et il était dit moi éventuellement nous rencontrer vendredi et on dit qu'on soit d'accord mais seulement fait confirmer par écrit et il dit moi même si nous avons souhaité rencontrer vendredi mais encore une fois il a dit moi fait tout établissement là ouvert. Alors moi on dit qu'on ça pas de principe à casa nous. Et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas une invitation, pas une convocation pour nous rencontrer. Nous avons averti les communes membres, les maires qui justement sont dans le conseil communautaire là. Aujourd'hui, nous n'avons pas de négociation, mais nous quand même en action. Nous avons passé dans l'ensemble des communes membres, de Guava à Pointe-Noire. Nous avons lettre ouverte que nous avons ces représentants-là, les élus qui ont siégé, et après nous avons fait ça, nous avons fait. Ça nous a dit clairement, si des gens comprennent que nous pouvons rester là tranquillement, atteindre ça pendant 10 ans, nous avons dit que nous avons trompé. Et une sortie de crise se profile au centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau. Une réunion prévue le 2 mars prochain est annoncée comme décisive pour régler la problématique des transferts de personnel. Reportage Loïs Ignace, Moïse Dexter. La mobilisation se poursuit à l'hôpital de Capesterre-Belle-Eau. Hier, le personnel gréviste affilié à l'UTS-UGTG et la CGTG a mené une opération escargot de Capesterre-Belle-Eau à l'ARS de Gourbert. L'ARS nous donne une date pour cette rencontre. Ce sera le 2 mars, le jeudi 2 mars, à l'ARS, donc avec tous les mandants, pour qu'autour d'une table, que nous puissions discuter et avoir des réponses. Après plusieurs actions menées pour se faire entendre, le personnel gréviste attend beaucoup de cette prochaine rencontre. Ça nous a inspiré, c'est que le directeur de l'hôpital Capesterre a accepté de négocier avec nous, de mettre en place un calendrier de négociation en vue de sortir avec un protocole de transfert sous les organisations, sous les effectifs, sous la gestion des effectifs, sous la gestion des carrières. Dans ce conflit qui perdure, la direction reproche la méthode employée par l'intersyndicale, mais affirme avoir mis en place un dispositif d'information sur les conditions de transfert vers le nouvel hôpital. Le dernier budget voté reprend les effectifs, reprend les taux d'encadrement qui sont possibles en raison du prix de journée que nous pratiquerons dans l'EHPAD. Maintenant, s'agissant des effectifs supplémentaires qui pourraient être demandés, nous travaillons avec ces deux autorités pour éventuellement voir s'il y a encore des possibilités
Mais aujourd'hui, nos budgets sont déjà bien, on va dire, organisés, bien calibrés pour pouvoir travailler dans le nouvel hôpital. En attendant, le personnel affilié à l'intersyndicale maintient son piquet de grève jusqu'au 2 mars. Et après moult hésitations, c'est enfin parti pour la plus grande activité économique et industrielle de l'archipel. Les récolteuses tournent à plein régime. À quoi ressemble de près cette campagne sucrière? Nathalie Dinane et Patrick Curie nous donnent un aperçu. Ils ont passé la journée chez un planteur dont les parcelles se trouvent à la campagne de Bemao. On regarde. La coupe est enfin lancée après plusieurs retards à l'allumage, repoussant le début de la récolte pour diverses raisons sociales et administratives. Nous sommes sur les 4 hectares de terre d'Adrien Foucan, planteur depuis 1988. Les difficultés liées à la canne, il connaît, mais c'est sans aucun mal qu'il appréhende cette nouvelle saison. Moi non, parce que ça, tous les années, toujours eu un petit problème avant que démarrer. Tous les années, sans que j'ai habitué avec ça. Tout le monde, pas toujours eu un problème. Et après, ça a résolu. Parce que les sont bons des autres qui ont établi un lot. Alors, tout bien réglé contre la partie. Il faudra 3 jours pour venir à bout de cette parcelle si les conditions météorologiques sont favorables. Bon, bon, comme c'est le climat là, mais on va passer depuis pas l'eau là. On est à piquant, tout canne fait canne. Parce que l'année on l'eau de l'eau. Alors on va penser depuis le soleil là, continuer contre la meilleure. Parce que quand on a dit nous travaillons selon le temps, on peut commencer à appliquer une météo si richesse la baisser. Mais depuis le soleil là continuer, puis bon l'année là ça. Une bonne récolte passe aussi par les opérateurs de coupe, ces travailleurs discrets, essentiels dans la chaîne. Ils doivent manier délicatement la machine et faire face au dénivelé du terrain. Autant dire qu'ils ont une grande responsabilité envers les exploitants. Voilà, moi, c'est de couper comme là, quoi. De pas ni perte à niveau à planter là, parce que bon, c'est des agriculteurs quand même. Donc c'est de couper qu'on a planté là le plus propre que possible. Chaque pièce qu'on est en difficulté. Donc on peut trouver des terrains qui raident, qui n'y pente, des pièces qui ont l'eau roche, des vidéos comme ça. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est l'agriculteur là qui a pensé à Canaillot. Une année exceptionnelle annoncée malgré un faux départ. Près de 774 000 tonnes de canne devraient être récoltées. Tout ça en 4 mois. Et sans les planteurs de canne, il n'y aurait pas de rhum. La bouteille de rhum la plus chère au monde est d'origine martiniquaise. Comptez 100 000 € pour le millésime de 1966 déniché dans les caves de la Maison Clément. Avec son bouchon en or et diamant, elle avait été présentée le 21 septembre dernier chez un prestigieux joaillier situé place Vendôme à Paris. Notre correspondant Éric Dupuis figurait également parmi les invités. Un écrin d'exception pour un millésime incomparable. 1 an de travail, 200 grammes d'or et 4 carats de diamants. La Maison Clément et la Maison Tournaire ont créé une œuvre d'art à déguster avec modération. Car la bouteille scintillante en cristal de baccarat renferme un nectar rare et jamais commercialisé jusque-là. Nous avons choisi une bouteille de rhum vieux Clément millésime 66 parce que ce millésime, il nous en reste très peu, 30 bouteilles. Et à la dégustation, il nous a semblé vraiment d'excellente qualité et qui pouvait correspondre vraiment à cette pièce unique. Le but, c'était de marier les savoir-faire de 2 maisons d'excellence. Un pari fou lancé lors d'une dégustation de rhum entre les 2 directeurs qui aboutit à une évidence. L'idée, elle n'est pas non plus incongrue dans le sens où j'ai vu cette maison Clément qui est incroyable et ça correspond bien aussi au style de Tournaire avec les bagues architecture. On avait mis des architectures sur des stylos avec la maison Dupont. Et je dis on va mettre une maison sur une bouteille de rhum. Le pari est gagné. La bouteille à 100 000 € et ses 8 copies en bronze plaqué or de 19 000 € chacune ont toutes été vendues. Mais derrière le luxe et l'élégance, il y a aussi la solidarité. Sur les ventes, 15 000 € seront reversés pour la lutte contre la drépanocytose. Avec cet argent, nous allons financer 3 bourses de thèse, de master biologie 2e année, recherche drépanocytose, pour inciter les jeunes doctorants justement à faire de la recherche sur la drépanocytose parce que nous sommes en pénurie de drépanocytologues. Parmi les acheteurs, de grands collectionneurs d'art venus d'Italie, de Grèce ou de Belgique, et un Martiniquais de moins de 30 ans qui s'est aussi offert l'une des 8 bouteilles en bronze. Et restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Coup de projecteur sur les temps forts du carnaval qui vous attendent ce week-end et ce jusqu'en début de semaine. Et puis nous irons en Guyane, à Matoury, rejoindre le carnaval des enfants.
Et plus que 48 heures avant les jours gras, plusieurs communes accueilleront les groupes carnavalesques. Plus d'une centaine de groupes est attendu à Pointe-à-Pitre ce dimanche. Le mardi, le grand rendez-vous sera à Basse-Terre. Pour vous aider à y voir plus clair, Isabelle Amou vous a préparé l'agenda des temps forts de ces jours gras à vos stylos. Le carnaval arrive à son terme. Encore quelques jours de festivités qui commenceront avec la grande parade du dimanche gras à Pointe-à-Pitre où plus d'une centaine de groupes sont attendus. Lundi gras, Vaval se déplacera du côté de Saint-François avec la parade nocturne des groupes Aquesclair et des Timas. Les groupes à Pau resteront dans le secteur pointois. Mardi gras, direction Basse-Terre, où les plus grands et beaux costumes seront présentés. Un concours de taille qu'attendent tous les carnavaliers. Enfin, les festivités s'achèveront mercredi dans les rues de Pointe-à-Pitre, avant l'arrêt définitif sur la place de la Victoire pour l'enterrement du roi Vaval. Et l'ambiance était au rendez-vous au Carnaval des enfants à Matoury en Guyane. Plus de 400 bambins de différents centres de loisirs de Cayenne et de Matoury ont eu droit à 2 heures de fête ce matin. Farandole, défilé et costumes, vantant les richesses de la Guyane. Une explosion de couleurs et de joie comme nous le montre Jonathan Lariot d'ATV Guyane. Pour aujourd'hui, ce sont les tout-petits qui sont à la tête de la grande parade. Ici, ce ne sont pas des groupes de carnaval à proprement dire, mais des camps de vacances qui ont montré leur propre défilé. Et à l'image des plus grands, chaque groupe a pris le temps de confectionner ses propres costumes avec un thème bien précis. Le point de départ, c'est le voyage à travers le temps. Donc nous sommes passés, entrés dans une porte et ensuite nous avons traversé les dinosaures et maintenant nous travaillons sur les hommes de la préhistoire. Il y a le Brésil, il y a la Guyane avec les chercheurs d'or. Ensuite nous avons le carnaval de Venise. Et puis aussi le carnaval d'Afrique. Au total, 6 centres de vacances étaient représentés. Césaire, Mirza, les groupes élémentaires et maternels de Ribal, Léopold et Barbadine, Lilliput School. C'est le carnaval pour les enfants. Ils ont préparé pendant 3 jours leurs costumes, leur musique, tout autour du carnaval. Le but, c'est ça, de leur montrer, de vivre leur propre carnaval, qu'ils puissent se défouler, comme les grands-parents, en fait, comme les parents, leur journée à eux. Loin de se contenter d'une simple parade, c'est en véritable emblème d'un carnaval bien à eux que ces tout-petits ont aussi montré que leur carnaval est à la hauteur de celui des grands. Mais ici, pas de concours, les costumes, plus beaux les uns que les autres, émerveillent les spectateurs. Moi, je dis que ce carnaval, c'est notre chance d'avoir au moins un carnaval. Ça change des différentes vacances dans les rues et ça peut apprendre aux autres qu'au lieu de rester à la maison à rien faire, qu'on peut aller dans un centre et s'amuser, défiler avec ses amis. Loin des rues, ces jeunes carnavaliers ont pu goûter aux joies d'un défilé carnavalesque, certes à leur niveau, mais pas si éloigné de la prestance des plus grands. Et cette année encore, elles feront tourner les têtes, les coiffures spéciales carnaval. Direction Fort-de-France en Martinique pour un florilège de couleurs avec Sabrina Doré et Louis Sabas. Bleu, rose, rouge ou encore multicolore. À 48 heures de la première grande parade des jours gras, certains ont déjà la tête en fête. Le bleu parce que c'est ma couleur préférée déjà, et comme j'ai ma plus grande fille qui voulait me voir en tissage, alors j'ai préféré le bleu comme ça. Cette année, j'ai décidé de mettre du jaune parce que ma tenue est jaune avec mon groupe de carnaval. Des couleurs que l'on trouve très facilement dans les magasins de vente d'accessoires pour cheveux. La tendance de cette année est au flashy. Les mèches de couleurs, on en a tout plein là. Les canicales en couleur, les afros en couleur, vous pouvez regarder par vous-même. Et puis les couleurs juste pour mettre sur la tête.
Du côté des salons, la tendance est au motif élaboré. Même si les clients sont de moins en moins nombreux à casser leur tirelire pour avoir un look éphémère, une fois le pas sauté, les têtes se transforment en support à œuvres d'art. La tendance est en baisse cette année, compte tenu des contraintes. Ce sont des créations qui prennent un certain nombre de temps parce qu'il y a des temps de pause au niveau des colorations, des décolorations, des retouches motifs. Donc c'est vrai, c'est un travail qui demande une certaine discipline et qui prend un certain nombre de temps. Après les jours gras, les clients reprennent le travail. Donc c'est encore un autre budget pour retourner à la normale. Alors pour être fun sans trop d'extravagance, certains optent pour les dessins au rasoir qui disparaissent à la repousse. J'aime pas les couleurs, je suis pas sur ça et mes cheveux sont comme ils sont. Que ce soit en couleur, en perruque ou en dessin, l'objectif de tout le monde est de participer cette année à un carnaval qui décoiffe. Et l'objectif est également de gagner les concours. En Guadeloupe, les carnavaliers seront parés de leurs plus beaux costumes Mardi Gras à Basse-Terre. Qu'attendez-vous de cette parade? Loïs Ignace et Moïse Dexter vous ont posé la question. On vous écoute. Ah, très bonne chose même. Très bonne chose. Mais par contre, pas les fesses dehors. Ça fait, il y a trop d'enfants, il y a trop de jeunes personnes. C'est mal élevé ça même. Je ne suis pas d'accord. J'aurais aimé que le carnaval, pas à Basse-Terre seulement, à Pointe-à-Pitre aussi, qu'il y ait beaucoup plus d'originalité dans le carnaval en général, pas seulement à Basse-Terre. Félicitations pour tout le déguisement qu'il donne. Il y a de belles images, il y a beaucoup de décors et je pense que ça demande beaucoup. Ah, qu'il y ait beaucoup plus de sécurité. Beaucoup plus de sécurité. Et pour qu'il puisse avoir autant de nouveautés. Ça se passe bien et qu'il n'y a pas d'embrouille. Qu'il y ait du changement au niveau de la musique, c'est toujours la même chose, toujours les mêmes rythmes. Il faut changer. Mis à part, il y a combien d'années, Masmoul Massif avait fait un nouveau son et tous les autres ont copié. À part ça, c'est toujours pareil, même les groupes à part aussi. Il y a trop de délinquants, il y a trop de choses qui se passent maintenant. Il faut que les trucs soient corrects. Donc cette année, on va mettre le paquet comme chaque année. Donc ce sera vraiment le Winer 2017. Beaucoup de choses intéressantes. Je sais qu'à Basse-Terre, on a l'habitude de faire des beaux carnavals. Et je suis des troisièmes. Avant, on voyait des défilés qui montraient un moulin à café, qui montrait comment on faisait la farine de manioc. D'accord? Mais là, il y a beaucoup trop de... Il n'y a pas assez d'originalité. Que ça soit comme l'année dernière. L'année dernière, c'était resplendissant. Et je serai encore. Alors, je pense que ça va se passer très bien. Que ce soit chaud. Très, très chaud. Et que voilà. C'est un plaisir pour nous voir. Avant, ça a été bon. Parce que nous avançons, nous plus chaud encore. Ça va nous bien aussi pour nous sauter aussi. J'espère que ce sera de plus en plus mieux par rapport aux années précédentes. Donc on pense que ça va être encore davantage. Et l'heure n'était pas à la fête pour les délégués syndicaux de l'UTC-UGTG. Ils participaient aujourd'hui à une formation QSE, qualité, sécurité, environnement, au Vélodrome de Gourdeliane à Bémao. Karen Diama était également sur place. Connaître et comprendre les prérogatives d'un comité de sécurité, d'hygiène et de conditions de travail, un enseignement capital dispensé aux délégués syndicaux de l'UTC par l'inspecteur santé, sécurité de l'éducation nationale. Qu'ils puissent bien comprendre que ce n'est pas un lieu de revendication, c'est un lieu d'échange et de porter des solutions. Ils sont déjà dans certaines instances. Leur rappeler ce que dit le droit, leur rappeler qu'il y a des textes, comment les utiliser et surtout bien faire un bon cadrage. Là, j'ai eu l'impression avec les questions de certains adhérents, on a l'impression qu'ils n'ont pas enlevé leur casquette de syndicaliste pour pouvoir être dans la revendication. On est surtout là pour chercher des solutions. On parle beaucoup de prévention. La prévention, c'est de chercher à ce qu'on puisse trouver ensemble ce qui peut être mis en place afin d'éviter l'accident.
Obligatoire dans toutes les collectivités dont l'effectif dépasse les 20 agents, le CHSTC est l'une des principales actions du syndicat. Les délégués qui sont là, c'est des gens qui ont siégé à dans commission là ça. Donc c'est normal qu'il y ait les outils face à des présidents, face à des maires que nous connaissons en Guadeloupe. Donc il faut y les outils, connaître les textes et pour siéger correctement dans commission là. Nous ne pouvons pas faire une grève. Il faut nous aussi derrière nous des militants qui formés pour ni les outils pour travailler et pour militer correctement. Une fois par mois, l'Union des travailleurs des collectivités forme ses adhérents sur différentes problématiques. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. La préfecture lance un appel à projet contre la haine et les discriminations anti-lesbiennes, gays, bi et transsexuels. Vous pouvez envoyer vos dossiers jusqu'au 3 mars sur le site de guadeloupe.pref.gouv.fr ou encore appeler au 01, le numéro qui s'affichait à l'instant sur votre écran. Et puis l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au centre commercial Les Flamboyants de Capesterre-Belle-Eau de 8h à 12h30. Le prochain rendez-vous sera fixé lundi 27 au parking du Super U de Saint-Jules à Pointe-à-Pitre de 8h30 à 13h. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 71 2 fois ou à nous envoyer vos communiqués à rédaction@atv.gp. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale, mais l'information continue dans un instant avec Eddie Planté pour Questions directes.